messieurs, bonjour. 15 heures sur la RTD, le journal, voici les titres. Opération de sauvetage réussie, Djibouti protège son écosystème corallien après un échouement d'un tanker. Et ce séisme au Maroc, les architectes passent dégâts à Marrakech. C'était les titres et bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec cette information. Aujourd'hui, une réunion virtuelle de haut niveau a réuni des décideurs politiques de la région arabe à Beyrouth, au Liban, pour le 6e examen régional de la conférence internationale sur la population et le développement. Au cœur de cette rencontre se trouvait la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, qui a mis en avant un axe prioritaire de la politique nationale genre de son ministère, l'autonomisation des femmes. L'initiative visait à réunir les décideurs politiques de la région arabe afin qu'ils partagent les expériences de leur pays, mettant ainsi en lumière leurs réalisations et les défis qu'ils rencontrent dans l'intégration des questions liées à la population et au développement dans leur politique publique. Lors de son intervention, lors de cette conférence virtuelle, la ministre de la Femme et de la Famille a mis l'accent sur l'un des axes prioritaires de la politique nationale genre de son ministère, à savoir l'autonomisation des femmes. Voici un extrait de son discours. De Djibouti construit son agenda politique donc sur des transformations économiques et sociales pour une Djibouti émergente en 2035. Cette vision ainsi que les questions relatives à la population et au développement à travers les orientations axées sur les garanties d'une société solidaire portée par la volonté de réduire les inégalités, dans les inégalités du genre, de corriger les disparités d'accès aux services sociaux essentiels et d'inscrire les transformations sociales positives dans la durée. Notre vision a été déclinée en plusieurs plans quinquennaux de développement et le premier plan quinquennal suivi par un plan de développement Djibouti ici qui va être mené de 2022 à 2024. Ce plan national instaure un cadre propice à l'atteinte des égalités de genre en termes de visibilité, données sur les questions relatives à l'amélioration de l'égalité du genre qui sont mises en évidence à travers les données et les analyses sur les transformations sociales. De plus, cet aspect est renforcé par les opportunités d'engagement et de leadership des femmes à travers des espaces d'expression de besoins et des perspectives d'action. Enfin, le plan national se présente comme une approche systémique en établissant les mécanismes de réponse aux priorités communes ainsi qu'à la capacité de mobiliser un multiple partenariat local et international influe pour impulser un changement de comportement positif à la réalisation de l'égalité du genre à Djibouti. Et maintenant, environnement et secours, à la suite de la réception d'un signal de détresse émanant du tanker RD1 battant pavillon tanzanien qui s'est échoué près d'un récif corallien à l'est de l'île Moucha le 16 septembre. Les autorités djiboutiennes ont immédiatement lancé des opérations de secours visant à évaluer la situation et à minimiser les risques environnementaux. Le RD1 avait quitté le port de Hamria aux Émirats arabes unis, avec pour destination le port de Hodeida au Yémen, avec une escale prévue au port de Djibouti pour une inspection de routine. Malheureusement, le navire a dévié de sa trajectoire prévue en tentant donc d'atteindre le mouillage du port de Djibouti, ce qui a entraîné son échouement sur un banc de corail situé dans une zone de fond marin protégé. Dès la réception du signal de détresse, la garde-côte djiboutienne a établi une zone de sécurité autour du navire afin de prévenir tout risque imminent de pollution maritime. Les opérations complexes de renflouement du navire, menées en collaboration par les autorités portuaires, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale, ont été couronnées de succès ce 19 septembre sans qu'aucune fuite de carburant susceptible de provoquer une pollution marine ne soit constatée. Cependant, le tanker a causé des dommages significatifs au récif corallien de l'île Moucha, une zone marine protégée. Des plongeurs de la garde-côte djiboutienne ont inspecté
après le refoulement, ayant pu constater l'ampleur des dégâts subis par cet écosystème précieux à la suite de cet incident. Les autorités djiboutiennes s'engagent à évaluer et à atténuer les impacts environnementaux de cet incident. Et focus sur ce dossier qui concerne l'insécurité et le sauvetage de nos fonds marins. J'ai comme invité sur ce plateau le lieutenant Youssouf Issaïe, en charge de la recherche et du sauvetage, qui va nous apporter plus de lumière sur cet incident qui s'est produit au large de nos côtes. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors comment s'est passée cette opération? D'accord. Merci beaucoup dans un premier temps. Donc les différents intervenants qui ont pris part en fait de cette opération sont, si je vous décris un petit peu comment ça s'est passé, donc il y a eu donc le port de Djibouti, et la garde des côtes djiboutienne et la marine nationale qui ont pris part, afin d'assister en fait les bateaux qui étaient en situation de détresse, c'est-à-dire que les bateaux pétroliers a échoué sur les récifs coralliens dans les zones marines protégées. Donc le port ont déployé en fait l'air remorqueur. La garde des côtes aussi a donné leur assistance afin donc de prévenir en fait les fonds marins djiboutiens. Donc si je vous décris un petit peu les fonds marins, c'est-à-dire donc la faune et la flore, c'est une vie en équilibre en fait. Et c'est en fait comment les poissons survivent grâce aux récifs coralliens qui lui permettent de vivre en fait. Comme l'être humain donc a une vie équilibre, donc comme il prend de la protéine, des lipides, des glucides dont il en a besoin, donc les poissons aussi en ont besoin de cela. Et ils trouvent à travers les corails, donc à travers les rochers, les récifs coralliens, qu'ils retrouvent donc ces nutriments. Et donc les bateaux donc qui a échoué donc va perturber en fait la vie en l'équilibre des poissons, d'accord. Et donc on a entrepris donc on a aménagé donc aucun effort donc afin d'assister en fait les bateaux qui étaient donc en situation de détresse. Et donc le port donc commandé par le commandant du port donc on déployé sur les terrains aussi. Il y en avait donc le commandant de la garde des côtes, colonel Ouassoum Boré, et le commandant de la marine nationale. Également le commandant du port était présent sur les terrains, donc tous les chefs étaient présents afin donc d'assister et de préserver en fait les fonds marins. Et donc il y a eu donc une assistance de remorquage, de refouler les bateaux, tirer donc et les mettre donc en plein eau les bateaux. Et donc le port donc ont déployé leur remorqueurs et ils ont refoulé avec succès en fait les bateaux. Et ils ont donc remis donc les bateaux en voie navigable. Sans qu'aucune fuite de carburant susceptible de provoquer une pollution marine ne soit constatée. Hein. Ouais. Et quel est l'état actuel du bateau? Donc les bateaux sont en bon état, donc il n'y a aucun impact sur la carène des bateaux, il n'y a pas une fuite. Donc il y aurait dû avoir un risque donc, de dégazage. S'il y avait un dégazage, donc on aurait dû avoir un risque de pollution donc, de grande ampleur, c'est-à-dire qui aurait dû contaminer donc, tous les récifs, les restes des récifs, pas ceux qui sont endommagés, mais dans l'ensemble des récifs de nos côtes, des îles Moucha, qui est aussi donc, la partie touristique, que les plongeurs et tout le monde viennent explorer pour voir donc, la vie subaquatique qui est chère donc, à Djibouti. Donc aurait dû être contaminé et donc voilà, donc et la population aussi aurait dû avoir donc un impact aussi au niveau de santé. Donc si les poissons sont contaminés, c'est-à-dire donc les gens qui consomment aussi seront contaminés. Vous voyez, donc c'est un risque aussi, c'est un grand risque. Et tout cela grâce à Dieu, donc on a pu gérer et donc et faire donc de façon donc qu'il n'y ait pas aucun impact en fait sur nos récifs coralliens et nos eaux territoriales aussi. Merci pour ces précisions techniques sur ces opérations. On le rappelle, vous êtes le lieutenant Youssouf Issaïe, vous êtes en charge de la recherche et du sauvetage. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et maintenant, en direction l'Égypte, où l'ambassadeur Ahmed Ali Barer, représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, a participé vendredi soir à une cérémonie de remise des diplômes à l'Académie arabe des sciences, de la technologie et des transports maritimes. L'événement qui s'est déroulé le 15 septembre a honoré les diplômes des nouvelles promotions d'étudiants de cette prestigieuse institution. Cette cérémonie de remise des diplômes a été l'occasion de célébrer la réussite
des bacheliers d'Alexandrie et d'Al-Ain, étudiants à l'université arabe au sein de l'Académie des sciences, de la technologie et du transport maritime. Les diplômés ont été issus de diverses facultés, notamment celles de transport et de technologie maritime, de transport et logistique internationale, de langue et médias et d'intelligence artificielle. L'ambassadeur Ahmed Ali Baré était accompagné lors de cette cérémonie par M. Mohamed Al-Adrir, du directeur financier et conseiller administratif de l'ambassade, démontrant ainsi le soutien et l'importance accordée à l'éducation et à la formation par Djibouti. Alors, arrivé au siège de la cérémonie, son Excellence et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le professeur Dr Ismaël Ahmed Abdel Gafar, président de l'Académie. Il a exprimé sa grande joie de la participation de l'ambassadeur et de la délégation à cet événement significatif. Dans son allocution, l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Baré, a pris la parole lors de cette cérémonie de remise de diplôme de nouvelles promotions d'étudiants de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et des transports maritimes. Dans son discours, il a exprimé sa grande satisfaction d'avoir l'opportunité de participer à cette cérémonie pour la deuxième année consécutive. Eh bien, il a également adressé ses remerciements et sa gratitude au président de l'Académie ainsi qu'aux membres du corps professoral pour leurs efforts remarquables dans le développement de l'institution académique et leur engagement envers les étudiants, en particulier les étudiants djiboutiens. De plus, il a adressé ses félicitations à tous les étudiants diplômés, soulignant la joie et la satisfaction visible sur leur visage à la suite de leur succès bien mérité. Le stade Guled a été le théâtre d'une cérémonie marquant le début d'une formation essentielle axée sur la prévention du dopage, dirigée par des experts locaux de renom. Parmi les personnalités éminentes présentes figurait Abshir Hassan, directeur des sports au secrétariat d'État chargé des sports et représentant de Djibouti auprès des organisations régionales antidopage, ainsi que Faisal Abdelrahman, ancien représentant de Djibouti à l'ORAD et président de la Fédération djiboutienne de judo. Spécifiquement aux entraîneurs des équipes nationales, aux directeurs techniques nationaux, aux présidents des fédérations, aux représentants de la presse sportive et aux membres des associations sportives locales. L'événement a bénéficié de la présence de plusieurs personnalités influentes, notamment la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, du directeur des régions, de la directrice du stade Guled, ainsi que des jeunes docteurs engagés dans le domaine du sport. La secrétaire générale a eu l'honneur d'inaugurer officiellement l'événement et a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cette formation. Elle a souligné l'importance cruciale de cette initiative pour les bénéficiaires en particulier, pour les fédérations engagées dans les compétitions internationales et régionales. Cette formation sur la prévention du dopage. Mais il y aura d'autres formations qu'il faut faire bientôt dans les différents ministères. Actuellement, c'est le ministère du Bien-être et du Sport qui a organisé ça. Et il y aura d'autres formations qu'on va faire, suivre pour les entraîneurs des équipes, les dirigeants et les présidents, même aussi les joueurs. Écoutons un extrait du mot du directeur des sports au secrétariat d'État chargé des sports. Nous avons lancé une formation sur l'éducation au dopage, une formation qui est destinée aux fédérations nationales sportives, aux associations sportives, mais également à la presse sportive ici en République de Djibouti. Donc, conformément aux exigences de l'Agence mondiale de l'antidopage et de l'ORAD océan Indien, nous sommes obligés d'informer, de former les responsables techniques des fédérations sur les dangers qui représentent le dopage. C'est vrai, ces dernières années, la République de Djibouti a ramené beaucoup de médailles au niveau du judo, de l'athlétisme, de la natation, du tennis de table, du football également. Donc, nous sommes obligés de tester nos athlètes, de parler du dopage, de conscientiser que le dopage dans le domaine du sport existe. Et nous faisons ça juste pour que les consciences au niveau des athlètes, les consciences au niveau des responsables techniques, des entraîneurs, au niveau des fédérations soient éveillées. Il faut qu'on sache qu'il y a un réel danger
dans le monde au niveau du dopage. Et c'est pourquoi nous voulons sensibiliser, éduquer nos athlètes, nos techniciens qui sont sur le terrain, et également de les impliquer dans la lutte contre le dopage. Nous travaillons sur beaucoup de programmes dans ce domaine. Et Inch'Allah, j'espère que cette formation de 2 jours, de 18 et 19, va nous permettre d'échanger. Nous avons invité 4 docteurs ici qui travaillent avec nous. Nous avons également le comité national olympique avec nous. Nous avons la presse sportive. Nous avons les présidents des fédérations également, des leaders des associations, mais également des entraîneurs, des directeurs techniques nationaux, des athlètes eux-mêmes médaillés qui sont dans la salle. Donc nous sommes très fiers de cette journée qui a mobilisé toutes ces personnes et nous avons également les plus hauts responsables du ministère qui sont impliqués également dans cette lutte contre le dopage. Ce matin, c'est la secrétaire générale du ministère des Sports, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, qui a lancé cette formation et ça montre que au niveau du ministère, au niveau du comité olympique et au niveau des fédérations, les efforts sont conjugués dans la lutte contre le dopage ici en République des Direction Alice-Bié où des fortes pluies arrosent la ville depuis un certain temps et ne fait aucun doute que la pluviométrie est actuellement très importante étant donné les tremblements d'eau qui se déversent inlassablement sur la région. Ces derniers jours ont été exceptionnellement pluvieux dans la ville d'Assaïdjok, marquant une période de conditions météorologiques inhabituelles. Dans le chef-lieu, la ville d'Alice-Bié, les habitants ont pu constater une nette diminution de la chaleur caniculaire qui les avait accablés auparavant. Cette diminution de la chaleur est certainement un soulagement bienvenu pour les résidents qui ont dû faire face à des températures élevées. Ces précipitations observées au cours des derniers jours ont des conséquences positives pour l'agriculture de la région. Les pluies abondantes sont une aubaine pour les cultures locales, fournissant l'humidité nécessaire pour favoriser la croissance des cultures. Les agriculteurs de la région peuvent certainement se réjouir de cette pluie bienvenue qui devrait avoir un impact positif sur leur récolte à venir. L'actualité dans les régions, toujours dans le cadre de ses premières interactions en tant que préfet de la ville de Bok, M. Moussa Aden Migene, accompagné d'une forte délégation, comprenant le président du conseil régional de Bok, a entrepris une visite dans les localités de Adgueno, Alailou et Moussa Ali. La délégation a été chaleureusement accueillie par le sous-préfet de Adailou Dadak, Mohamed Hassan, ainsi que par les sages et la population locale. La réunion s'est déroulée dans l'ensemble de la localité où le chef local a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue au préfet et à sa délégation. Les membres de la communauté ont ensuite pris la parole pour partager leurs préoccupations. Parmi les doléances soulevées par la population, le préfet Moussa Aden Migene a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a également abordé la question des doléances, qu'elles soient communes ou individuelles, et a promis de rechercher des solutions internes pour résoudre ces problèmes. Il a particulièrement souligné son engagement à trouver des solutions rapides pour résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement en eau dans la région. Cette visite marque le début d'une nouvelle ère sous la direction du préfet Moussa Aden Migene, qui s'engage à travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour améliorer leur qualité de vie et résoudre les défis auxquels elles sont confrontées. Actualité régionale, la deuxième phase du retrait des troupes de l'Union africaine de Somalie a commencé. C'est ce qu'a déclaré l'Union africaine donc lundi. Le retrait suit un calendrier de transfert de la sécurité aux autorités du pays qui luttent contre la filiale d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est, Al-Shabaab, basée en Somalie. L'année dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé à l'unanimité une nouvelle mission de transition de l'Union africaine en Somalie, connue sous le nom d'ATMIS, afin de soutenir les Somaliens jusqu'à ce que leurs forces assument l'entière responsabilité de la sécurité du pays à la fin de 2024. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. En Libye, l'ONU craint la propagation de maladies dans la ville libyenne de Derna.
sinistrés par des inondations. Des secouristes cherchent toujours les corps de milliers de disparus. Des équipes de 9 agences onusiennes étaient présentes hier sur le terrain à Delna et d'autres villes de l'Est pour fournir de l'aide et du soutien aux personnes touchées par la tempête. Daniel, de son côté, le centre libyen de contrôle des maladies, a interdit aux habitants de boire l'eau du réseau local. Et ce séisme au Maroc, les architectes face aux dégâts à Marrakech. Les autorités marocaines ont également ordonné l'octroi d'une aide d'urgence de 30 000 dirhams. Les sans-abri seront hébergés provisoirement dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries. Les autorités marocaines ont également ordonné l'octroi d'une aide d'urgence de 30 000 dirhams. Et ce tremblement de terre qui a frappé le centre de l'Italie, les habitants se sont jetés dans les rues, mais les pompiers n'ont constaté aucune victime, ni dégâts massifs. Plusieurs heures après la secousse, il était d'une magnitude 4,8, soit 30 fois moins puissant que celui qui a frappé le Maroc. Un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé le centre de l'Italie. Eh bien, l'épicentre a été situé près de Maradi, une ville d'environ 3000 habitants de la province de Florence, dans la chaîne montagneuse des Apennins. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 22 h pour un autre journal.